Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 mars 2026 et notre cher ami John Kiriakou est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci Nima. C'est bon d'en. John, permettez-moi de commencer par la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Elle a débuté avec l'assassinat du guide suprême de l'Iran, ainsi qu'avec l'un des événements les plus tragiques jusqu'à présent, l'attaque d'une école primaire en Iran. La plupart des victimes étaient des filles, des écolières, tuées lors de cette attaque. On a demandé à Donald Trump si les États-Unis en étaient responsables. Voici ce qu'a répondu Donald Trump. Les États-Unis ont-ils bidé une école primaire de filles ne fille de sang en lieu du sud de l'Iran les jours mal à guerre et tué 175 personnes. D'après ce qu'un chirate de par l'Iran. Est-ce vrai, M. Exxon? C'est l'Iran qui a fait cela? Nous enquêtons bien sûr. Vous enquêtez encore? Le seul camp qui vise des civils, c'est l'Iran. Nous pensons que cela a été fait par l'Iran, parce qu'ils sont très imprécis, comme vous le savez, avec leurs munitions. Ils n'ont absolument aucune précision. Cela a été fait par l'Iran. John, plus tard, des vidéos ont été diffusées par les médias iraniens. Tu sais, Mehr News, un média en Iran. Elles montrent le moment exact où le bâtiment a été touché. Voici les images. Oh, oui. Oh. Puis ils ont ralenti la séquence, et cela montre qu'il s'agissait très probablement d'un missile Tomahawk qui a frappé le bâtiment. Lorsqu'il s'agit d'une erreur aussi énorme ou d'un problème aussi grave avec ses cibles, beaucoup de gens se demandent pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Quel est le but principal de ce genre d'attaque? On peut frapper des cibles militaires, tout cela, mais quand il s'agit des enfants, quel est l'intérêt? Quelle est ta compréhension de ce qui s'est passé? D'abord, je veux corriger quelque chose que Donald Trump a dit. Les Israéliens visent presque exclusivement les civils. Ce n'est pas l'Iran qui cible les civils, c'est Israël qui cible les civils. Et il y a des dizaines de milliers, plus de 100 000 morts à Gaza pour en apporter la preuve. Écoutez, en tant qu'Américain, j'aimerais croire qu'il s'agit d'une terrible erreur, mais mon esprit ne me permet pas d'y croire. Mon esprit me pousse à croire que soit nous l'avons fait exprès, soit les Israéliens l'ont fait exprès. C'est destiné à traumatiser le peuple iranien, à lui ôter toute envie de se battre. J'en parlais dans un podcast il y a quelques jours. Et j'ai dit que le problème auquel nous sommes déjà confrontés en tant que pays, ici aux États-Unis, c'est que Donald Trump croyait sincèrement qu'aussitôt que nous lancerions le premier missile, les Iraniens danseraient dans les rues, que le gouvernement s'effondrerait comme un château de cartes et que tout le monde vivrait heureux pour toujours. Il pensait qu'il remporterait le prix Nobel de la paix et que les Israéliens seraient éternellement reconnaissants de nos actions. Mais il était le seul à y croire. Quiconque suit ces questions aurait pu lui dire que nous ne serions pas perçus comme des libérateurs, mais comme des envahisseurs et des occupants. Nima, il se trouve que j'étais à Los Angeles ces derniers jours, jusqu'à la nuit dernière. Et les médias du sud de la Californie ne cessent de rediffuser cette manifestation avec 200 ou 300 Irano-Américains, pour la plupart juifs, ce qui est assez courant dans le sud de la Californie, dansant dans les rues, agitant le drapeau du Shah, agitant le drapeau israélien. Puis notre ami Max Blumenthal a publié une vidéo dans laquelle l'un de ses journalistes interrogeait certains de ces manifestants irano-américains pro-Shah, pro-Israël, en leur demandant précisément ce qu'ils pensaient des jeunes filles tuées lors de cette frappe. Et comme des ghouls, comme des démons, ils ont répondu « Oh non, ce n'est pas grave. Ça nous va, parce que vous savez, c'est pour le plus grand bien. Au final, tout ira pour le mieux. »
Because, greater good, in the end, it's all going to be for the best. Yeah, it's a shame maybe that these girls were killed, but probably the Iranians Oui, did it. c'est peut-être regrettable que ces filles aient été tuées, mais c'est probablement les Iraniens qui l'ont fait. Et ça nous va. C'est acceptable de tuer des enfants. D'un côté, c'est tellement malade que je n'ai même pas de mots pour le dire. De l'autre, si tu es Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio, Itamar Ben-Gvir ou l'un de ces autres fous impliqués, assume ce en quoi tu crois. Si tu es si certain d'avoir raison, assume-le et dis oui, nous avons tué ces enfants. Oui, et nous ne nous excusons pas. Nous allons tuer encore plus d'enfants. Assume-le. Sois au moins honnête à ce sujet. Et ils ne sont même pas honnêtes. At least be honest about it. And they're not even being honest. John, depuis le début de la guerre, nous avons vu l'Iran commencer par attaquer les États arabes du Golfe Persique et principalement les bases américaines situées dans ces pays, n'est-ce pas? Comment as-tu perçu la manière dont l'armée iranienne a entamé la guerre? Les États-Unis, avec Israël, ont frappé l'Iran en premier, puis l'Iran a répliqué par ses propres frappes. Ensuite, nous avons vu des attaques iraniennes contre les États arabes du Golfe Persique et contre des bases américaines. Tu es allé dans la région, tu la connais, tu sais ce qui s'y passe. Quelle était la stratégie des Iraniens dans cette contre-offensive, si l'on peut l'appeler ainsi? Eh bien, je pense qu'il s'agissait en réalité d'une stratégie très sophistiquée. J'étais dans le Golfe Persique il y a 2 semaines. J'ai passé 1 semaine à Dubaï et à Abu Dhabi. Puis 2 semaines auparavant, j'avais passé 1 semaine au Koweït. C'était le seul sujet dont tout le monde voulait parler. Ils voulaient savoir, les Américains vont-ils attaquer l'Iran? Et j'ai dit que je détestais le dire, mais je le pensais. Oui, s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de mes années à la CIA, c'est que si l'on veut vraiment comprendre la stratégie militaire américaine, il faut observer les mouvements des navires de guerre américains. Si les États-Unis envoient un porte-avions accompagné de 11 ou 12 navires, c'est ce qu'on appelle une force de frappe ou un groupe de combat aéronaval, ou même 2, c'est que nous sommes sérieux à propos d'une attaque. J'ai donc dit à mes amis et contacts dans le Golfe Persique que oui, je croyais que les États-Unis allaient attaquer. Et ils l'ont fait. Maintenant, la riposte iranienne a été remarquable. Tout d'abord, les Iraniens sont dépassés sur le plan militaire. Ils savent qu'ils le sont. Ils ne disposent tout simplement pas de la technologie sophistiquée, hypersonique mise à part, dont les États-Unis et Israël disposent. Mais ils ont ces drones suicides bon marché, nombreux et fiables. On n'y lance pas de missiles. On y fixe simplement des explosifs et on les fait s'écraser sur la cible. Et bien sûr, comme ce sont des drones, on les pilote à distance. Ils sont très bon marché. On peut en construire un pour 5 ou 6 000 $, peut-être 10 000, pour un très bon modèle capable de parcourir une longue distance, jusqu'en Israël par exemple. C'est l'avenir de la guerre. C'est quelque chose que les États-Unis n'ont pas encore pleinement compris ou apprécié, mais que les Iraniens, eux, comprennent. Ainsi, plutôt que de simplement tirer une roquette sur Dubaï, ce qu'ils ont fait, il faut le reconnaître, touchant quelques hôtels et un immeuble résidentiel, ils ont, pour la plupart, dirigé ces drones vers des cibles plus sensibles. Des bases militaires américaines, la base de l'US Air Force près de Doha, le quartier général de la 5e flotte à Manama, la base de l'armée américaine au Koweït, et surtout, les installations pétrolières de la province orientale d'Arabie saoudite. Encore une fois, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Pete Hegseth, Marco Rubio, tous pensaient qu'aussitôt que nous commencerions à frapper l'Iran, le pays tout entier s'effondrerait, n'est-ce pas? Et ce n'est pas arrivé. Et gardez cela à l'esprit. Trump est en direct pendant que nous parlons. Et il vient de dire que la guerre pourrait bientôt être terminée parce qu'elle est déjà très complète, quoi que ça veuille dire. Il vient de le dire. Whatever that means. He just said that.
It'll be over soon because it's very complete already. Okay. Ce sera bientôt fini parce que c'est déjà très complet. D'accord. Donc, avec cette interruption, gardez ceci à l'esprit. Pour que les États-Unis et Israël gagnent, ils doivent complètement renverser le gouvernement iranien et éliminer tous ses dirigeants. On parle de centaines et de centaines de personnes qu'il faudrait écarter. Et quand je dis écarter, je veux dire probablement tuer. Ensuite, il devrait installer à sa place un gouvernement pro-américain et pro-israélien. C'est pratiquement impossible, premièrement. Mais deuxièmement, pour que les Iraniens gagnent, il leur suffit de survivre. C'est tout. S'ils parviennent simplement à survivre à cela, ils gagnent. Israël et les États-Unis perdent. Et je pense que nous en arrivons très vite à ce point. N'est-ce pas ironique? Cette conférence de presse de Trump a duré environ 60 secondes. Il est juste venu au pupitre pour dire que la guerre pourrait bientôt être terminée. C'est très complet. Oui, John, je pense que l'un des résultats de ce conflit, de cette guerre, car c'en est une, sera la manière dont cette guerre peut changer le visage du Moyen-Orient. Le visage, tu sais, des décideurs politiques dans la région. Parce qu'avant le conflit à Gaza, la majorité des gens, l'opinion publique, était contre Israël. Mais les politiciens, surtout dans les États arabes, essayaient en quelque sorte de jouer sur les deux tableaux. Oui. Mais en ce moment, avec la guerre en Iran, ils voient à quel point ils sont fragiles et vulnérables face à un pays capable de riposter, de les frapper. Et nous ne parlons pas ici de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Si l'on compare les budgets de défense de ces deux pays, celui de l'Iran n'est même pas comparable à celui de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite dispose d'un budget de défense 10 fois supérieur à celui de l'Iran. Mais elle n'est toujours pas capable de se défendre seule. Cela révèle une immense fragilité au sein de la société. Ils peuvent acheter des armes, mais ils ne peuvent pas se défendre. C'est pourquoi ils ont besoin de la base américaine dans leur pays. Quel est l'avenir de ces bases américaines? Ils appelaient Poutine, lui demandant de faire quelque chose à propos de ce qui se passe. Et nous avons appris de Lavrov lors de sa dernière conférence de presse. Il a dit « Avez-vous condamné ce qu'Israël et l'Amérique font contre l'Iran? Alors pourquoi attendez-vous de nous que nous fassions quelque chose à ce sujet? Vous êtes la principale raison pour laquelle cette guerre a lieu. Quelle est votre compréhension des calculs de ces États arabes, les dirigeants, les décideurs de ces pays? Je dois dire qu'ils doivent être très très déçus d'eux-mêmes et très déçus de la sagesse de cette politique. Car la raison même de la présence des États-Unis dans le Golfe Persique en si grand nombre après la libération du Koweït en 1991 était précisément d'éviter qu'une telle situation ne se produise. Si vous disposez de la plus grande base aérienne du monde pour les Américains, si vous avez le quartier général de la 5e flotte pour les Américains, si vous avez plusieurs bases de l'armée avec 50 000 soldats américains au sol, et que malgré cela, les Américains ne peuvent pas empêcher un drone à $5 000 de s'écraser sur votre hôtel de luxe ou sur leur propre base. Je me souviens que dans les jours qui ont suivi les attentats du 11 septembre, le président Poutine avait dit au président Bush qu'il était stupéfait que le Pentagone ne dispose d'aucun missile solaire pour se protéger. Eh bien, devinez quoi? Près de 25 ans plus tard, nous n'avons toujours pas de missiles solaires pour protéger quoi que ce soit de significatif. Nous voilà donc dans le Golfe Persique, en pleine zone de guerre, avec des bases présentes depuis 2-3 décennies et demie, et nous ne sommes même pas capables de les défendre contre une attaque de drone à $5 000. Les États-Unis vont devoir réévaluer sérieusement leur position militaire défensive.
Et les pays arabes du Golfe Persique vont devoir reconsidérer la véritable valeur que l'armée américaine leur apporte si les États-Unis ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. If the US can't even protect itself. La plupart des personnes qui ont voté pour Donald Trump disent qu'il est anti-mondialiste. Toutes ces nouvelles politiques arrivent à Washington et nous allons assister à une certaine forme de changement là-bas. Alors, d'après ce que nous avons vu au Venezuela, en Syrie et maintenant avec la guerre en Iran, reconnaissez-vous Donald Trump comme Contre qui Donald Trump est-il aujourd'hui? Oui, je ne sais pas qui est cet homme. Eh bien, tu sais quoi? Je peux te dire qui il est. C'est un homme qui a été fortement influencé par Marco Rubio et Pete Hegseth. Franchement, la sagesse conventionnelle voulait que Hegseth soit un idiot. Et peut-être qu'il a été sous-estimé. Peut-être qu'il n'est pas idiot. Peut-être qu'il est simplement un néoconservateur typique à la John McCain. Marco Rubio, lui, l'est certainement. C'est un guerrier de la guerre froide, anticommuniste, anti-Cuba, pro-militaire. L'une des grandes critiques que les gens ont formulées à propos de Donald Trump au fil des années, c'est qu'il a tendance à répéter ce que la dernière personne à qui il a parlé lui a dit. Et lorsque Marco Rubio est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, que vous lui parlez tous les jours, que vous parlez aussi à Pete Hegseth tous les jours, et que la personne que vous nommez président des chefs d'état-major interarmés est choisie pour sa loyauté absolue envers vous, alors vous finissez essentiellement par devenir John McCain. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. John, penses-tu, nous venons de mentionner que Donald Trump a dit que nous avions accompli ce qu'il avait en tête. Mais sommes-nous dans une guerre d'usure? Sommes-nous dans une sorte de guerre? Parce que du côté iranien, quand nous leur parlons, ils disent qu'ils sont prêts pour au moins, l'un des commandants a déclaré aujourd'hui, eh bien, au moins 8 ans, car ils ont cette longue histoire de guerre contre l'Irak. Ils savent ce que cela signifie. L'économie de l'Iran est entrée à nouveau dans cette phase cette semaine. Ils reviennent aux mêmes politiques qu'ils avaient pendant la guerre Iran-Irak, subventionner tout, aider la population, fournir les produits de base. Et il semble que l'Iran ne considère pas que ce soit la fin du conflit. Ils doivent poursuivre le conflit. Ils ne voient pas d'adversaire fiable de l'autre côté avec qui parler ou négocier. C'est l'un des problèmes fondamentaux des États-Unis. Nous avons appris aujourd'hui d'un responsable iranien, Karazi, l'un des principaux conseillers du guide suprême d'Iran, que la négociation n'est plus l'objectif de l'Iran. Il a déclaré qu'ils allaient créer une sorte de problème pour l'économie mondiale, afin que tous les pays comprennent qu'il faut une solution permanente à la situation actuelle. Car l'Iran a tenté à 2 reprises de négocier avec les États-Unis, et les 2 fois, ils ont échoué, parce que les États-Unis les ont attaqués pendant les négociations. Je pense que c'est exact. Les États-Unis ne sont pas un partenaire de négociation fiable, tout simplement pas. Nous faisons semblant de négocier, puis, en plein milieu des négociations, nous lançons des attaques militaires. Nous l'avons fait plus d'une fois, même au cours des 9 derniers mois. Donc oui, les États-Unis ne sont pas un partenaire de négociation fiable. Les Iraniens pourraient vraiment infliger de graves dommages à l'économie mondiale en fermant le détroit. Ce ne serait pas un coup permanent, car des oléoducs finiraient par être construits à travers l'Arabie saoudite et d'autres pays trouveraient, excusez-moi, comment le contourner. Mais pendant un certain temps, cela pourrait poser un sérieux problème à l'économie mondiale. Tu as mentionné la guerre Iran-Irak, et je pense que c'est très important, Nima, parce que c'est quelque chose que les Américains ne comprennent pas. Tout d'abord,
La plupart des Américains n'ont jamais entendu parler de la guerre Iran-Irak. Et même ceux qui s'en souviennent ont probablement oublié à quel point les Iraniens se sont battus avec courage. Ce sont les Iraniens qui ont été les victimes de l'agression. C'était une agression irakienne. Et ce n'est pas seulement que les Irakiens étaient les agresseurs. Ils électrifiaient les marais pour électrocuter les soldats iraniens dans le sud de l'Irak, le long du Châtel arabe. Il y a également eu l'utilisation d'armes chimiques contre les Iraniens et contre les Kurdes dans le nord de l'Irak. Et malgré tout, les Iraniens n'ont pas pu être vaincus. The Iranians still couldn't be defeated. So that's why I said a few minutes ago that C'est pourquoi j'ai dit, il y a quelques minutes, que pour que les États-Unis et Israël puissent réellement déclarer la victoire, il leur faudrait un triomphe sans équivoque, net et incontestable. Quelque chose comme Israël ouvrant une ambassade à Téhéran et tout le monde, vous savez, devenant amis. Cela n'arrivera jamais, absolument jamais. À la place, je pense que ce qui va se passer, c'est que les Iraniens vont se révéler bien plus résilients que l'Occident ne le pensait. Ils vont riposter et enliser l'Occident. Et au final, l'Occident devra se retirer, comme les États-Unis l'ont fait d'Irak, d'Afghanistan, de Somalie, de Libye, de Syrie, de tous ces autres endroits où les choses ont mal tourné. John, ce que l'administration Trump, les États-Unis sous l'administration Trump, essaient de faire, me rappelle ce qui s'est passé en 1953 contre Mohammad Mossadegh. Il était le premier ministre démocratiquement élu de l'Iran. Il y a eu un coup d'État mené par la CIA et le MI6. Penses-tu que le même type de politiques, qui ont finalement conduit à l'effondrement de l'Empire britannique, représente aujourd'hui les graves problèmes auxquels l'Empire américain est confronté? Souffre-t-il du même genre de politique, du même genre de stratégie? Je suis content que tu aies abordé ce sujet, en fait. Je pense que la réponse est clairement oui. Tu sais, Nima, le budget de la défense des États-Unis est intenable. Le budget de la défense américaine s'élève désormais à 1 000 milliards de dollars. Il est plus important que ceux des 9 plus grands pays suivants réunis. Et pendant ce temps, ici aux États-Unis, nous avons des aéroports dignes du tiers-monde. Nos hôpitaux sont dépassés. Nos routes sont en très mauvais état. Nos ponts s'effondrent dans les rivières en dessous. Pourquoi les Chinois ont-ils des trains à grande vitesse qui roulent à 500 km à l'heure? Pourquoi n'en avons-nous pas? Parce que nous dépensons tout notre argent en armement. Donald Trump a déclaré, il y a à peine un an, qu'il voulait réduire le budget du Pentagone de 50%. J'ai célébré cette annonce. J'ai même écrit un article d'opinion à ce sujet. Et puis, il a complètement changé d'avis, a fait un virage à 180 degrés et a déclaré qu'il voulait dépenser un demi-billion de dollars supplémentaires. Eh bien, nous ne sommes qu'à quelques années du moment où les paiements d'intérêts sur la dette nationale deviendront la première dépense du gouvernement. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous n'avons pas l'argent. Nous avons hypothéqué l'avenir des générations futures. Et pourquoi? Nous n'avons rien à en montrer. Donc je ne pense pas que cela soit tenable. En même temps, un autre point est que l'Iran est membre des BRICS. À terme, pas demain, mais à terme, il y aura une monnaie unifiée. Et quand cela arrivera, cela représentera un sérieux défi à la domination internationale du dollar, en particulier du pétrodollar. Et ce sera le début de la fin pour l'Empire américain. John, comment décrirais-tu la relation entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump aujourd'hui? Parce que Donald Trump supplie, il supplie littéralement le président d'Israël de gracier Benjamin Netanyahu. Pourquoi cela? Qu'a donc Benjamin Netanyahu contre Donald Trump pour que celui-ci fasse toujours autant d'efforts, répondant à chacune des demandes de Netanyahu?
Je pense que le fait est que les Américains juifs exercent une telle influence financière sur les élections américaines que si l'on veut se présenter à une fonction publique dans ce pays, il faut être non seulement sioniste, mais un sioniste absolu, sans la moindre réserve. Nous savons que Donald Trump, au cours de ses 3 campagnes présidentielles, a reçu des centaines de millions de dollars de Miriam Adelson, par exemple, et auparavant de Sheldon Adelson. C'est Sheldon Adelson qui a payé de sa propre poche l'ambassadeur américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Paid out of his pocket to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. It was Sheldon Adelson who sent his private jet to take the... C'est Sheldon Adelson qui a envoyé son jet privé pour emmener le traître Jonathan Pollard de prison en Israël, où il est descendu de l'avion, a embrassé le sol, a été accueilli par Benjamin Netanyahou, puis a appelé les Juifs américains à recourir à la violence contre le gouvernement américain. J'ai l'impression que nous sommes pratiquement occupés. Notre politique est occupée à cause du rôle de l'argent dans nos élections. Et je pense que c'est pour cela que Donald Trump est tellement sous l'influence de Benjamin Netanyahou. C'est pas forcément Netanyahou personnellement. Ce sont ces riches oligarques juifs américains, carnet de chèques à la main, disant à Trump, « Écoute, si ça vaut le coup pour toi, je te donnerai 100 millions de dollars. Mais tu dois faire ce que je dis en ce qui concerne Israël. » Et je pense que c'est ce que nous avons vu. Pensez-vous que la guerre va se poursuivre? Et est-ce que cela pourrait être? Car beaucoup de gens soutiennent qu'elle pourrait devenir nucléaire. Quelles seraient, selon vous, les conditions dans lesquelles la guerre pourrait devenir nucléaire? Et quel serait l'objectif d'une telle attaque? Je déteste même dire ça, Nima, mais je pense qu'il y a une possibilité que cela devienne nucléaire. Ce serait bien sûr du côté des Israéliens. Des analystes indépendants estiment que les Israéliens possèdent entre 80 et 200 armes nucléaires. Les Israéliens ne le nient pas. Ils refusent simplement de commenter l'existence ou non d'un programme. Ils ne sont pas signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Donc personne n'inspecte les sites nucléaires israéliens. Ils disposent d'armes nucléaires depuis les années 1950. Je pense que si une victoire militaire iranienne devenait de plus en plus évidente, et si les Iraniens parvenaient à déstabiliser les pays arabes du côté de la péninsule du Golfe Persique, ou s'ils représentaient une véritable menace militaire pour Israël, je pourrais envisager que la situation devienne nucléaire. Oui. Et quel serait le résultat? Supposons qu'ils décident d'utiliser une arme nucléaire contre l'Iran. 1, 2, peut-être 5. En quoi cela aiderait-il Israël? Non, je pense que cela déclenche la Troisième Guerre mondiale. Mais je crois que pour les Israéliens, ils ont calculé que ce chaos leur serait bénéfique. Je ne pense pas qu'ils aient par exemple la moindre intention réelle de vaincre le Hezbollah, mais ils peuvent transformer le Liban en un lieu de chaos. Le chaos est une bonne chose si l'on est israélien. Je pense que leur calcul est que s'ils peuvent transformer l'Iran en une nouvelle Libye, cela joue en leur faveur, car alors le peuple iranien se battra entre lui, où il sera plus préoccupé par la recherche de nourriture, d'eau ou de soins médicaux que par le combat contre Israël. Ainsi, le chaos est à l'avantage d'Israël. L'un des mouvements les plus intéressants de la part des États-Unis aujourd'hui consiste à envoyer, ou plutôt à infiltrer, l'Iran de manière souterraine. Il parle d'utiliser des groupes kurdes au Kurdistan irakien, puis de les faire descendre. Aujourd'hui, nous avons entendu Erdogan qui a déclaré que ces gens ne feraient pas cela car ils sont trop intelligents pour se laisser utiliser par les États-Unis de cette manière. À ton avis, s'agit-il d'un avertissement de la part d'Erdogan? Car ce n'est pas seulement une menace contre l'Iran,
c'est aussi une menace contre la Turquie et l'Irak. Mais après tout, John, quand il s'agit de l'Iran, lorsque j'étais en Iran pendant 40 jours, j'ai parlé de tous les aspects de la guerre. Si cela se produit, que feriez-vous? Lorsque vous parlez avec des responsables, ils ne le disent pas directement, mais ils vous donnent une certaine idée de ce qui pourrait arriver. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune possibilité d'une invasion terrestre de l'Iran, car si les États-Unis décidaient de le faire, cela ne se ferait pas par les États-Unis eux-mêmes. Ce serait un peu comme ce que Donald Trump a essayé de faire par l'intermédiaire du peuple kurde. Et ils ont dit qu'ils n'allaient rien faire, qu'ils ne s'en inquiétaient pas. C'est la dernière chose dont il faut se préoccuper. Quelle est votre compréhension de cela? Je pense que j'ai plusieurs réflexions. D'abord, je crois que Donald Trump devrait être cliniquement fou pour envoyer des troupes américaines au sol en Iran. Ce serait un suicide. Je ne peux pas croire que quiconque, à quelque poste d'autorité que ce soit au sein du gouvernement américain, souhaiterait voir cela se produire. C'est complètement insensé à mes yeux. Franchement, n'avons-nous donc rien appris de l'Afghanistan et de l'Irak? Je ne peux tout simplement pas imaginer que cela arrive. Cela dit, je prendrais cet argument kurde bien plus au sérieux s'il venait de quelqu'un d'autre qu'Erdogan. Erdogan déteste tous les Kurdes, et c'est un point sur lequel il s'est toujours trompé. Il fait comme si les Kurdes formaient un bloc homogène, que les Kurdes d'Iran étaient les mêmes que ceux d'Irak, de Turquie ou de Syrie. Ce n'est tout simplement pas vrai. Ils ont des dialectes différents et des politiques profondément distinctes. Je me souviens de la période où nous nous préparions à attaquer l'Irak en 2002-2003. Erdogan détestait que nous travaillions avec les Kurdes d'Irak. Il détestait ça. Bien sûr que nous travaillions avec les Kurdes d'Irak. Ils allaient fournir une grande partie de l'effort contre Saddam Hussein, ce qu'ils ont fait. Il est logique que si vous ne voulez pas envoyer vos propres troupes au sol, vous cherchiez à convaincre les Kurdes d'Iran d'attaquer, de faire une feinte en direction de Téhéran. Ils n'atteindraient jamais Téhéran, bien sûr, mais au moins ils pourraient donner l'impression qu'ils s'y dirigent afin de pousser le CGRI à sortir pour qu'Israël et les États-Unis puissent frapper le CGRI. Je n'arrive pas à imaginer des soldats américains au sol en Iran. Cela n'a aucun sens. Mais je peux très bien imaginer les États-Unis parler aux Kurdes d'Iran ou les manipuler pour les pousser à agir. En fait, ils ont invité le dirigeant de l'Union patriotique du Kurdistan, Talabani, sur Fox News. On lui a demandé s'il comptait utiliser le peuple kurde pour mener une sorte d'invasion en Iran. Voici ce qu'il a répondu, John. Dans les jours à venir, le président laisse entendre qu'il n'accepterait qu'une reddition sans condition, selon ses propres mots, à un journaliste. Donc vous ne voyez pas cela comme quelque chose qui est sur le point de se produire en ce moment? Je ne sais pas, je ne le vois pas pour l'instant. Je pense que le régime se prépare à cela depuis 45 ans. Et vous pouvez vous attendre à une résistance farouche. La définition du changement de régime est importante. Qu'est-ce que c'est exactement? Et existe-t-il une porte de sortie? Parce que certains pourraient soutenir que la plupart des objectifs de la mission ont déjà été atteints. Alors, y a-t-il une porte de sortie où nous pourrions peut-être tenter de résoudre cela par la voie diplomatique? Oui, je pense que, du moins du point de vue de l'administration, en les écoutant, éliminer la capacité de missiles balistiques et s'assurer que l'Iran n'obtienne jamais d'armes nucléaires était l'objectif initial. Exactement. Les Israéliens veulent clairement un changement de régime plus précis, installer un dirigeant différent avec lequel les États-Unis et Israël peuvent collaborer.
Je comprends cela. Et je pense, Monsieur Baer, que les conditions, j'entends souvent les comparaisons avec 2003, mais je crois que les conditions sont très différentes de celles de 2003. En 2003, il existait une opposition légitime, connue et respectée à Saddam, tant parmi les chiites que parmi les Kurdes. Je ne vois pas vraiment cela en Iran aujourd'hui. Il n'y a pas de figure de référence, pas de symbole à suivre, et cela rendra les choses très difficiles. Des troupes au sol, dans un pays de la taille de l'Europe de l'Ouest. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable non plus. Mais il existe de nombreuses options, et je pense que l'administration américaine est suffisamment avisée pour adapter sa position à mesure que la bataille et le champ de bataille évoluent. Oui, Bafel Talabani. Écoute, Bafel Talabani est un homme important et il est là depuis longtemps. Lui et sa famille comprennent vraiment la situation sur le terrain. Tu veux dire son parti, John? Il vient d'Iran? Il vient d'Irak? Il vient d'Irak. Son père était Jalal Talabani, le fondateur de l'Union patriotique du Kurdistan, qui est devenu président de l'Irak après l'exécution de Saddam. Il y avait deux principaux partis kurdes dans le nord de l'Irak, l'Union patriotique du Kurdistan et le PDK, le Parti démocratique du Kurdistan. Jalal Talabani et Massoud Barzani étaient rivaux, mais ils ont essentiellement collaboré. Et maintenant que l'Irak est, vous savez, libre et indépendant, le peuple kurde dispose d'une autonomie dans les régions nord. Oui. L'une des expressions que Donald Trump aime utiliser est « reddition inconditionnelle ». Lors de sa dernière interview à 60 minutes, on a demandé à Pete Hegseth ce que cela signifiait. Il a répondu que cela voulait dire que nous nous battons pour gagner. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, John? Nous nous battons pour gagner. Seul un vieil homme dirait quelque chose comme ça, ou quelqu'un dont la mentalité est celle d'un vieil homme. Ce dont Donald Trump parle quand il dit « reddition inconditionnelle », c'est de s'asseoir en face de celui qui se trouve être le dirigeant de l'Iran à un moment donné et de le forcer à signer des actes de capitulation, exactement comme nous l'avons fait avec les Japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou avec les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est plus la réalité. Ce n'est plus ainsi que fonctionne le monde. Il n'y aura plus jamais de situation où, vous savez, tous les généraux du côté américain sont là, tous les généraux du côté iranien sont là, les généraux iraniens sortent leurs armes et les remettent aux Américains pour signifier leur reddition. Ils posent le contrat devant les Iraniens et les Iraniens le signent en disant « Nous nous rendons, les Américains sont désormais aux commandes ». Cela n'arrivera plus jamais. Alors, quand Pete Hegseth parle de « reddition inconditionnelle », je crois sincèrement, Nima, qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Il ne sait vraiment pas quoi répondre quand quelqu'un lui demande « Qu'est-ce que cela veut dire? Que signifie ce terme ?» Il ne le sait pas. Oui, John. Quelle était la compréhension de l'administration Trump? Pensait-elle que le guide suprême de l'Iran avait été destitué et que son fils était désormais le guide suprême? Ouais, tu sais, Nima, c'est juste, est-ce qu'ils comprennent quelque chose? Parce qu'avant que tout ce chaos n'éclate, on en parlait. Quel est l'intérêt de tuer le guide suprême de l'Iran? Ils l'ont fait, et maintenant, quel est le résultat? Est-ce que quelqu'un pose cette question à Donald Trump? Non, personne ne lui pose la question. Mais beaucoup d'entre nous peuvent spéculer. Donald Trump, encore une fois, croyait vraiment que s'il tuait l'ayatollah Khamenei,
tout le gouvernement s'effondrerait en 24 ou 48 heures. Les Iraniens descendraient dans la rue en scandant USA, USA, et tout le monde vivrait heureux pour toujours. La semaine dernière, j'étais invité à un podcast et j'ai comparé cela au fait de tuer le pape. Si vous tuez le pape, vous ne ferez pas tomber le catholicisme mondial. Ils choisissent simplement un nouveau pape. Eh bien, si vous tuez le guide suprême, ils choisissent simplement un nouveau guide suprême. C'est tout. Il avait 86 ans. Il n'allait pas vivre éternellement. Il y avait déjà eu des discussions sur la personne qui gravirait les échelons pour occuper le poste après son départ. Il n'a jamais été question que l'Iran s'effondre simplement parce que vous avez tué un homme de 86 ans. Would just collapse because you killed an 86-year-old man. Oui, mais il semble, John, que c'est un échec de la part des services de renseignement qui fournissent à Donald Trump ce genre de... C'est une bonne question. That's a good question. Listen, after 15 years in the CIA, Écoutez, après 15 ans à la CIA, à travailler soit sur l'Iran, soit à proximité de l'Iran, j'ai passé la majeure partie de ma carrière sur l'Irak, mais on ne peut pas faire de l'Irak sans faire de l'Iran. Je peux vous dire qu'à la CIA, ils ont une compréhension très approfondie de l'Iran, de la politique iranienne et de l'histoire iranienne. C'est une compréhension néoconservatrice, donc au bout du compte, elle est biaisée. Mais je suis convaincu que la position de Donald Trump, selon laquelle l'Iran s'effondrerait, ne vient pas de la CIA. Cela dit, il a tellement politisé les analyses de la CIA qu'il est possible que les analystes aient eu peur de dire la vérité, de craindre de perdre leur emploi ou d'être renvoyés s'ils n'aimaient pas leur analyse. Tu veux dire qu'il recevait des renseignements du Mossad plutôt que de la CIA? 100%. Oh, à 100%. Oui, il recevait des renseignements du Mossad. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si Netanyahou est venu ici 7 fois en 11 mois. C'est un long voyage, environ 11 heures, et il l'a fait 7 fois en 11 mois. Oui, oui, c'est incroyable. C'est incroyable. John, ce fut un grand plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Le plaisir est toujours pour moi. C'est bon de te revoir. John, je crois que tu as dit que Donald Trump parlait encore. Il vient juste de finir. Oh non. Il a parlé pendant environ 3 minutes. Il est sorti et a dit « Nous lançons de nouvelles frappes en ce moment. La guerre est presque terminée et nous avons pratiquement tout gagné. » Tu vois, mais c'est aussi très typique de Donald Trump. Simplement déclarer la victoire et rentrer chez soi. Ouais, voyons ce qui va se passer. Ouais, c'est étrange. C'est étrange. Ouais. À bientôt, John. Merci. Et c'est pour Nima Muse Stewart.